prêté à ce jeu de la table ronde et de votre investissement chaleureux au cours de la préparation de ce séminaire. Inga? Merci beaucoup. Bah, je ne sais pas si vous voulez qu'on le fasse l'un après l'autre, rapidement et des questions. J'avoue que moi non plus, je ne connais pas très bien le Teams, donc je ne sais pas. Camille, est-ce que tu peux prendre la main sur le PowerPoint? Si tu le souhaites, je peux bien Oui, je veux bien. te te lancer. Alors je vérifie la bonne version et je te passe en 2 minutes, mais vas-y déjà, je manipule entre-temps D'accord. le Donc, partage d'écran. vous avez eu un aperçu rapide de la création du musée en 1903. Il est dû à une grande donation d'un proche de Victor Hugo, Paul Meurice, que Marie-Clémence avait évoqué tout à l'heure. Ce moment est un moment de péché original, si je peux dire, puisque Victor Hugo, comme vous avez probablement dans son testament stipulé à ce que ses manuscrits et ses œuvres soient offerts à la Bibliothèque nationale. Paul Meurice était un des exécuteurs testamentaires et a un peu tardé avec cette donation à la Bibliothèque nationale. Hugo n'a pas parlé dans son testament des objets. Donc Meurice a très clairement eu dès le départ une intention de la création d'une collection autour d'Hugo et probablement d'un futur musée, même si à l'époque ça n'a pas été formulé comme ça, et a prélevé dans ce qu'il y avait dans la famille, dans l'entourage proche d'Hugo, ce qu'on considère comme des œuvres, donc des écrits, des notes, des carnets et des dessins. Une partie de cela est restée chez lui, voire a été par la suite acquis par lui, et c'est ça qui va être le cœur de la donation qu'il va offrir à la ville de Paris, à condition de créer un musée monographique. La maison de Victor Hugo est un des premiers musées monographiques en France. Ce mouvement, on n'en a pas parlé, donc très rapidement, a commencé déjà un petit peu plus tôt en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre aussi. Et la maison de Victor Hugo est un premier musée monographique ouvert en 1903. Donc avec essentiellement la collection de Paul Meurice et des achats, voire des commandes qu'il va faire juste avant cette ouverture avec le projet de création du musée. À sa collection se rajoute cette autre collection qui était évoquée déjà, qui est la collection des objets dérivés, donc du 19e ou du vivant d'Hugo, du moment de 80e anniversaire de Victor Hugo, où il y a eu aussi la création des objets, du moment des funérailles, voire des objets créés post-mortem. Donc, la collection de Paul Beuve que Paul Meurice a racheté et qu'il a joint et installé dès le départ dans le premier musée de Victor Hugo. Sur cette diapo, vous avez deux lieux. Vous avez la plaque de la place des Vosges, la place royale, et puis vous avez une toute petite vue d'une autre maison qui, plus tard, en 1827, a été offerte par la famille Hugo, par les descendants, à la ville de Paris. Donc maintenant, c'est la même direction et même collection. Les objets ont circulé entre les deux lieux. J'en parlerai très brièvement, peut-être par moment. Ce qui compte peut-être aujourd'hui, c'est vraiment de faire la distinction entre cette maison de Guernesey offerte plus tard, donc qui ne faisait pas partie des projets de Paul Meurice, mais qui est en soi une sorte d'objet ou de maison poème ou de maison œuvre entièrement décorée par Victor Hugo, en partie par lui-même, en grande partie à partir de ses projets, de ses dessins par des équipes de menuisiers qui ont travaillé pour lui. On va passer plus loin, s'il te plaît, Camille.
à moins que j'ai la main maintenant, je ne sais plus. Donc, juste un rappel du fait que finalement, j'ai regardé sur les 20 dernières années, nous avons peu d'expositions proprement dites littéraires, donc basées sur les œuvres d'Hugo. Une toute petite exposition sur les travailleurs de la mer pendant la fermeture du musée qui était aux Arts et Métiers. Sinon, La Pente de la rêverie, une exposition sur un poème de Victor Hugo, une autre sur L'homme qui rit, Les Orientales, et avant, on avait également Les Misérables. Je ne vois pas le bas de la diapo, j'espère que je n'oublie rien. Je reviendrai à ça et aux objets qui étaient présentés plus tard. On va passer à la diapo suivante. Ici, si vous arrivez à voir un petit peu, c'est juste une des feuilles tapuscrites de cette légation dont je parlais de 1927. Donc, la petite fille de Victor Hugo qui offre au musée déjà existant un grand nombre d'objets tout en offrant la maison de Guernesey. Et si vous arrivez à lire un petit peu, vous verrez que ce qu'elle va offrir, c'est vraiment la boîte à trésors familiale. Et ce n'est pas seulement des objets personnels de Victor Hugo, vous avez la chemise de Victor Hugo, certes, mais vous avez des souliers de Jeanne, vous avez la robe de Jeanne, vous avez la robe du petit Georges quand il était malade, etc. Donc tout ce qui est un peu le contenu d'une boîte à trésors ou d'un grenier de mémoire familiale. C'est assez important parce que vous allez voir le musée et la façon dont le musée va présenter le concept de la maison va être construite beaucoup autour de cette notion de la famille et donc aussi des objets de la famille ou des reliques de la famille. On va aller plus loin. Quelques images des objets. Nous en avons beaucoup dans les collections, beaucoup qui ne sont pas encore inventoriés. Sur l'inventaire informatique, on en a environ 500. Parfois, ce sont des ensembles, donc il faudrait multiplier ce nombre encore. J'ai essayé de faire une estimation avec mes collègues. Je pense qu'on a inventorié à peu près un tiers pour l'instant d'objets qu'on a dans les collections. Bien évidemment, certains sont vraiment beaucoup moins importants. Parmi les objets dérivés dont je parlais tout à l'heure, on peut avoir des pins, des toutes petites choses qu'elles datent du 19e ou du 20e siècle. On va aller plus loin. Rapidement, une sorte d'essai de typologie qu'on aurait pu faire prendre complètement différemment, c'est-à-dire plus par la fonction de l'objet que par sa nature. Ici, j'ai essayé de vous décrire très rapidement un peu les types d'objets qu'on a dans les collections. Parmi ceux qui ont été offerts par la famille et achetés par la suite. La particularité dont je parlerai tout à l'heure, c'est d'une part des objets créés par Victor Hugo lui-même. Marie-Clémence a évoqué tout à l'heure son goût pour l'architecture d'intérieur, donc c'est un peu ça, c'est des meubles, c'est des objets qu'il a fabriqués lui-même. Mais aussi des objets hybrides, c'est-à-dire des objets préexistants auxquels on va rajouter quelque chose, on va modifier peut-être l'aspect, peut-être la destination, il y aura une transformation de l'objet original. Et puis, des objets particulièrement importants dans l'histoire familiale, dont je parlerai un peu plus, qui peuvent être de nature différente à l'origine, mais dont la fonction sera celle d'une relique familiale. On va aller plus loin. Voilà, donc je vous parlerai rapidement de ces reliques de la famille, de la façon dont elles ont été intégrées ou pas par le musée dans la présentation et dans son discours, des objets créés par Hugo et ses proches,
Et enfin, des objets un peu particuliers, prélevés dans la nature, mais assez fortement liés à l'histoire, soit personnelle, soit l'histoire avec le grand H, l'histoire de France. Plus loin, plus loin. Voilà, là vous avez une vue sur une petite exposition qu'on appelle plus un accrochage, mais qui était à l'intérieur de ce qu'on appelle l'appartement de Victor Hugo. On n'a pas évoqué la façon dont le musée était créé au niveau spatial, mais plutôt institutionnel pour l'instant. Donc on est bien place des Vosges, on est dans l'immeuble où la famille Hugo avait habité entre 1830 et 32-48, et cet appartement a été par la suite loué à d'autres locataires. Par la suite, il y a eu encore une école à cet endroit. Donc, au moment où Paul Meurice souhaite offrir sa collection à la ville de Paris pour créer un lieu lié à Victor Hugo, le choix s'opère sur cet immeuble où Hugo a habité pendant 16 ans, mais on n'a plus d'appartement avec sa structure d'origine. Donc, on crée des pièces en enfilade et on crée une appellation Maison de Victor Hugo en parlant de cette partie, de ce niveau-là, comme de l'appartement de Victor Hugo, en réalité en n'ayant plus vraiment la topographie de l'ancien appartement. Les volumes sont modifiés. Dans le même immeuble, on a à un autre niveau, un autre plateau de la même superficie, mais avec une organisation spatiale un peu différente encore, où dès l'ouverture du musée, il y a eu une ouverture d'exposition, et c'est là qu'on a le musée intime et la partie aussi qui présentait les dessins de Victor Hugo, et une autre partie avec les salles qui présentaient la collection de Paul Beuve. Donc, ce que vous voyez là, on est bien dans la partie aujourd'hui qu'on appelle l'appartement de Victor Hugo, qui correspond au niveau où la famille habitait, et où le musée, en 2010, je crois, avait fait une exposition sur Léopoldine Hugo, en l'intitulant « Jeunesse volée ». On ne sait déjà pas par qui volée, mais vous avez donc ici une petite vue sur la robe de mariage de Léopoldine et une des vitrines autour du mariage. On va aller plus loin, si tu peux. Voilà, une autre vitrine, si tu peux revenir en arrière. Cette vitrine-là, c'est la vitrine qui présente les objets liés à la mort de Léopoldine, que vous verrez tout à l'heure. Et là, on a à gauche un journal, le journal du débat, dans lequel il y a une annonce sur la mort de Léopoldine que la famille a fait mettre dans le journal, ne pouvant pas joindre Victor Hugo qui était en voyage. Le tissu à carreaux que vous verrez tout à l'heure en plus grand plan, c'est un tissu qui est le reste de la robe dans laquelle Léopoldine est morte. Sur ce tissu, vous avez une étiquette que vous verrez tout à l'heure en grand, donc je reviendrai là-dessus. Et à droite, on a une housse à gants dans laquelle cette robe était conservée par la famille, par la mère de Léopoldine, Adèle Hugo. Et à droite, tout à droite, les contemplations ouvertes sur un poème. Donc vraiment une sorte de vitrine mortuaire, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Mais qui permet aussi de montrer comment la famille, dès le départ, traite des objets qui restent de Léopoldine. Donc, il y a bien sûr quelques objets liés à l'enfance. Il y a les objets, les vêtements de mariage, puisqu'elle est morte très peu après son mariage, mais il y a cette robe qui est un objet à la fois assez dramatique, que Madame Hugo va conserver dans cette housse avec cette étiquette que vous voyez manuscrite,
en mettant bien de sa propre main relique sacrée de ma fille, et qui en même temps est un objet extrêmement banal, qui n'a même pas de forme de robe, parce que là où nous avons une jupe et un ruban, on n'a pas le reste du costume, on ne sait pas vraiment comment le présenter. Si tu peux revenir en arrière pour la vitrine, comme vous verrez, il n'y a pas de dramatisation dans la façon de le présenter. On le met à plat, plié comme un bout de tissu. Il y a une difficulté à trouver une façon de faire. Il y a des petites vidéos sur le portail de Paris Musée avec le tissu qui est déplié. Donc un très fort pouvoir émotionnel, identificatoire pour le visiteur. Une certaine difficulté aujourd'hui à trouver une présentation digne, mais en même temps avec une retenue de cet objet, et en même temps une volonté, je pense, assez intéressante de montrer que déjà dans la famille, cet objet fonctionne comme une relique avec une sorte d'écrin qui est cette housse qui est l'objet qui appartenait aussi à Léopoldine, mais dans laquelle on va conserver la relique de contact, comme disait tout à l'heure Marie-Clémence. On va aller plus loin. Oui, voilà, j'accélère un peu. Hein. Voilà, oui. Un autre, est-ce que tu peux me dire combien de temps il me reste? Voilà, encore 2 ou 5 minutes. D'accord. Pour laisser le un temps autre aussi à exemple Christophe. qui est assez particulier, parce que là, il s'agit de l'introduction d'un nouveau médium. Léopoldine meurt en 1843 et la famille ne possède pas de photographie de cette jeune fille. Là, vous avez à l'image un dessin qu'elle a fait faire quelques mois avant son mariage pour l'offrir à ses parents, à son père. Je vous ai mis une citation, donc je vais aller un peu vite, mais je l'ai trouvée assez poignante, où Hugo, en apprenant sa mort, reçoit des condoléances, et là il répond à un des proches en disant « Ce portrait est maintenant une partie de ma vie. En arrivant donc à Paris, je l'avais couché sur mon lit comme mon enfant, comme mon trésor. » Puis après il dit « Je ne peux pas te le donner, tu pourras le faire copier, mais il faut que je le garde. » Vous allez voir sur la diapo suivante que la famille va par la suite multiplier cette image à l'aide d'un nouveau médium de la photographie. Donc ce portrait qui est d'un grand format va être photographié en exil au moment où les fils Hugo et le frère de l'époux de Léopoldine vont s'adonner à la photographie. Ils vont faire plusieurs tirages avec plusieurs effets. Cette image de Léopoldine et d'autres images, donc des dessins aussi faits par sa mère, qui l'a représentée, vont prendre place dans les albums familiaux, vont prendre place dans les reproductions. Là, vous avez à la fois l'exemple de fabrication, ce que je trouve assez intéressant, d'un daguerreotype à partir du dessin d'Adèle Hugo qui représente sa fille, l'introduction de la photographie collée dans un exemplaire personnel des contemplations, mais aussi la publication des images de la défunte et la multiplication à la fois pour pouvoir offrir son image à des proches de la famille, mais aussi pour pouvoir la multiplier, changer d'échelle et la rendre publique. Donc il y a à la fois la diffusion familiale, mais aussi la diffusion avec les écrits de son père, avec les contemplations, la publication de l'image de Léopoldine refotographiée. On va encore plus loin avec l'image suivante. Là, vous avez à droite un portrait de Léopoldine, un portrait peint avec une robe dont vous voyez le motif, et Madame Hugo qui crée des objets
comme vous voyez, avec des encadrements en mettant le bout du tissu de la robe et des bouts d'écriture de son mari avec des dédicaces qui attestent de l'objet original. Plus loin encore, on aura un objet lié à la photographie. Si tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Là, deux détails de quelque chose qui est un grand collage que vous verrez tout à l'heure. Là, sur la gauche, vous avez une image double de Léopoldine, c'est ce dessin du buffet que je vous ai montré tout à l'heure, et un autre dessin qui représente son mari, qui faisait partie d'un grand collage réalisé par Charles Hugo, où chaque personnage de la famille ou des proches apparaissait dans une sorte de cartouche, une sorte de fenêtre. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, donc vous avez ce grand collage qui a 60 cm de haut, donc c'est plutôt un grand format, avec des petites vitrines. Tout le monde gravite, comme vous pouvez voir, autour de Victor Hugo, et Léopoldine et son époux sont dans l'angle, là sur l'écran à gauche, en bas. Leur image dessinée à l'origine ayant été photographiée, en fait, ils apparaissent sous la même forme, avec la même apparence, dans ce collage, au milieu d'autres membres de la famille. Donc, c'est une sorte de création d'une nouvelle identité qui leur permet d'être comme insérés dans une création comme s'ils étaient toujours vivants et toujours dans la même maison que les vivants en exil. On va passer à l'étape suivante. Voilà, juste encore boucler là-dessous. Voilà. D'autres objets beaucoup plus simples pour les visiteurs et pour la façon dont on peut les exposer et le discours à apporter. Tu peux passer peut-être l'image suivante, comme ça on verra, là c'était un détail. Là, il s'agit d'une création de Victor Hugo et de Louise Bertin. C'est à partir des cartons et des cartes à jouer, la diapo suivante, une maison de poupées. Là, vous l'avez dans l'intégralité avec une vue de plusieurs compartiments. Meubles, décors, tout ça, ça a été créé par Hugo et son ami pour les enfants. Il y a eu d'autres objets de ce type, on va aller plus loin. Un autre exemple, c'est un meuble créé par Victor Hugo. Là, pour le coup, on pense qu'il l'a fait lui-même physiquement pour son fils François-Victor. Plus loin. Tu peux passer à... Et on note encore d'autres exemples, voilà, avec des cadres peints, où là, vous avez non seulement le chiffre de quelqu'un, mais vraiment une dédicace et une signature de Victor Hugo, qui de plus marque un moment dramatique dans sa vie où il offre un objet à quelqu'un de son entourage, tout en marquant le moment et comme s'il voulait créer une relique de ce moment historique, de ce moment dans sa vie personnelle aussi. Très vite, la suite. Voilà, ça c'est le grand format dont vous venez de voir. Et encore un autre type d'objet, ce sont des tables de travail de Victor Hugo où là on a l'exemple d'une dédicace, une table qui marque la fin de l'écriture d'un ouvrage et qui, post-écriture, est offerte avec cette dédicace à sa compagne. Plus loin. Ça, c'est un autre exemple. Va plus loin, s'il te plaît. De table. Tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas le temps. Très rapidement, voilà, encore. Encore. Vous avez là 3 exemples et encore le suivant, dont un évoqué tout à l'heure par Marie-Clémence, ce qui nous fait toujours rire. Cette vitrine, peut-être créée par Juliette Drouet ou alors son neveu, on ne sait pas exactement. Le neveu de Juliette Drouet a été un des premiers conservateurs de la maison de Victor Hugo, donc là on a la mention de la collection Koch.
le morceau de pain du siège de Paris. Donc, des objets très clairement gardés par la famille. Donc, tout à l'heure, on avait le fer à cheval et les fleurs ramassées par Hugo à Waterloo. Là, c'est le siège de Paris. Un objet tout à fait banal du quotidien qui est gardé et déjà dès le départ avec l'intention de devenir un marqueur, une relique de moments à la fois dans la vie personnelle, la vie familiale et la vie et l'histoire nationale. Donc, et là, avec en plus une sorte de mise en forme déjà de relique dès le départ. Voilà, rapidement, je pense que je vais me taire parce Voilà, que peut-être que j'arrête le partage et qu'on continuera après. Parfait. Est-ce que j'enchaîne directement? Voilà, si tu veux bien mieux, hein. et si tu arrives à partager, sinon je le fais. Hein. Je vais voir si j'y arrive parce que là, il me... Attends, c'est un peu étrange. Pourquoi est-ce qu'il me demande ça? Je profite de l'installation de ton PowerPoint pour vous demander de bien mettre de noter vos questions éventuellement dans le fil de discussion et comme ça va peut-être nous permettre de trouver des fils conducteurs, des thématiques communes. J'ai déjà des questions qui, à mon avis, seront communes à ta présentation, Christophe. Est-ce que vous voyez maintenant le PowerPoint ou pas? Oui, tout à fait. Oui, alors tout va bien. Bien, je le mets en mode présentation, Voilà. comme ça sera plus, si ça veut bien. Je ne sais pas pourquoi il ramasse ce point-là aujourd'hui. Décidément, mon ordinateur me fait de mauvaises blagues. Bien. Donc, moi, ma présentation va être, je vais essayer de la faire la plus succincte possible. Mais évidemment, je pars d'un présupposé qui n'est pas le même, puisque la littérature belge, ici de langue française, et quand je parlerai de littérature belge, je parlerai systématiquement de littérature belge de langue française, est évidemment bien moins connue, et cela participe justement des questions qui sont les miennes propres, enfin pas que les miennes, mais celles que je partage avec mes collègues, des archives musées de la littérature, puisque nous ne sommes pas à des écrivains qui ont un rayonnement de la dimension de Victor Hugo, de Corneille, de Flaubert ou de Balzac, encore que, puisqu'il y a des exemples fameux comme Maeterlinck ou Verhaeren, mais voilà, cette institution, donc les archives et musées de la littérature, qui est née en 1958 et qui se trouve dans les locaux de la Bibliothèque royale de Belgique, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, l'équivalent de la Bibliothèque nationale. Mais nous sommes une entité indépendante. Vous savez qu'en Belgique, rien n'est simple. La Bibliothèque royale est un établissement fédéral. Nous sommes un établissement qui dépend d'une communauté linguistique, hein, donc nous ne sommes pas financés de la même façon. Et les AML, en fait, conservent la mémoire de toute la littérature et de tout le théâtre belge francophone depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, bien entendu, des manuscrits, mais aussi énormément d'archives privées, y compris, bien entendu, des œuvres d'art et des objets divers. Alors, je vais d'abord faire un rapide tour relatif à la littérature belge, puisque cette littérature souffre d'un déficit de visibilisation. En l'occurrence, Charles de Coster a été le premier écrivain qui s'est distingué et qui a créé finalement une littérature en français qui n'est pas une littérature française, hein, puisqu'il a bien insisté dans la préface du hibou de la légende d'Unenspiegel qu'il écrivait un roman, ce qui a d'ailleurs bien perturbé Victor Hugo, dont nous avons la lettre un peu gênée et qui ne comprend pas très bien ce que Charles de Coster fait, pour voilà, dire, voilà, c'est une littérature qui se fait en français, mais qui n'est pas de la littérature française. Les écrivains belges, en fait, vous en connaissez déjà plein, que vous le veuillez ou non, mais la plupart d'entre eux, en fait, lorsqu'ils ont un peu de succès, sont rapidement récupérés par la littérature française. Et certains écrivains belges, d'ailleurs, eux-mêmes, souhaitent être considérés comme des écrivains français à part entière. Sans doute, enfin non, certainement joue à cet égard la proximité entre Bruxelles et Paris, bien entendu, puisque voilà, cette proximité fait que beaucoup d'écrivains belges d'ailleurs s'installent à Paris, et certains d'ailleurs, comme Henri Michaud par exemple, prennent la nationalité française.
Parmi tous ces écrivains, en fait, vous en connaissez beaucoup. Certains, vous ne savez peut-être pas qu'ils sont belges. Mais en fait, la difficulté de la Belgique de vraiment mettre en avant son parc littéraire, elle vient justement du fait qu'il n'y a pas de politique fédérale, donc de politique nationale relative à, comment dire, à la mise en valeur d'un canon littéraire. Il y a peu de contraintes dans l'enseignement. Figurez-vous qu'on étudie très peu la littérature belge dans les classes. Et le canon est souvent calqué sur justement le canon littéraire français, notamment de par cette proximité géographique. Alors, j'en viens aux objets et je parlerai sans doute tout à l'heure dans la discussion de ce que je voulais dire par rapport justement à cette difficulté d'asseoir l'écrivain comme vraiment un écrivain de génie qui, à l'instar de Victor Hugo, peut, voilà, par relique peut produire des reliques que l'on considère de contact et qui donc vont attirer le public. Les archives et musées de la littérature présentent les objets de deux manières différentes. D'une part, à travers des reconstitutions qui, comme Marie-Clémence l'a dit tout à l'heure, fonctionnent selon donc des reconstitutions de cabinets, de bureaux d'écrivains. Nous en avons 4, alors 4 dont 2 qui ne sont pas strictement des reconstitutions, mais plutôt des évocations à travers tous les objets que nous avons obtenus. Le premier, c'est le cabinet d'Émile Verhaeren, qui là est vraiment une reconstitution du cabinet que l'écrivain possédait dans sa maison de Saint-Cloud. Le cabinet de Michel de Ghelderode, qui en fait est une évocation à travers l'ensemble du bric-à-brac qui constituait ces appartements de la rue Lefranc à Schaerbeek, donc à Bruxelles. Et puis le cabinet de Dominique Rollin. Nous avons également, donc ça c'est son cabinet de la rue de Verneuil à Paris, qui est reconstitué en fonction de photographies et d'un dessin de la main de Dominique Rollin, ce qui permet d'ailleurs d'avoir un avancement du bureau tout à fait identique à celui qui était le sien. Nous avons aussi celui du poète anversois Max Elskamp, mais qui là est une pure évocation à travers 2-3 éléments. Je ne vais pas intervenir sur celui-là, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Alors, deuxième versant, les expositions, qui sont des expositions temporaires, puisque les archives et musées de la littérature, les AML, ont malheureusement perdu leur place d'exposition propre il y a de cela quelques années, 5-6 ans. Alors, je vais parler de 2 expositions principalement dont j'ai été le maître d'œuvre qui sont des expositions assez récentes. La première, c'est celle consacrée au poète anversois Werner Lambercy, qui va me permettre de venir directement sur la question des objets transformés ou inventés dont on a déjà parlé plusieurs fois. Werner Lambercy est un poète qui a énormément travaillé avec des artistes et qui a fait beaucoup de livres-objets, comme vous pouvez en voir un exemple ici. Mais en fait, cette question du livre-objet pose la question de l'objet en tant qu'objet transformé, qui est tout de même conservé comme objet du quotidien, comme cet éventail, qui est l'éventail d'Anna Rodenbach, la femme de l'écrivain Georges Rodenbach, l'auteur de Bruges la morte, que vous connaissez sans doute, qui est co-signé par Mallarmé, qui en fait un poème, mais également Puvis de Chavannes et James Whistler. Autre exemple d'objets transformés, ce sont des objets du quotidien qui sont récupérés et poétisés par l'écrivain, le dramaturge principalement Paul Willems. Vous avez sur la gauche une écorce d'arbre, sur la droite une feuille d'érable, mais il y a également des pots de confiture, des morceaux de schiste, etc. Enfin bref, il s'est resservi de beaucoup d'objets de ce type. Puis, deuxième exposition, et c'est celle-là sur laquelle je vais m'appesantir un petit peu plus à présent, c'est l'exposition Babioles et Trésors, qui a d'abord été créée fin 2021 à la Maison du Livre de Saint-Gilles à Bruxelles et qui vient d'être rouverte, enfin, qui vient d'être étendue d'ailleurs au Palais provincial d'Arlon, donc dans la ville d'Arlon, dans le sud de la Belgique. Et cette exposition porte exclusivement justement sur ces objets d'écrivain, mais cette fois-ci des objets qui ne sont pas des objets transformés, mais qui sont des objets ayant appartenu d'une manière ou d'une autre au quotidien de l'écrivain, ces babioles qui sont des trésors soit pour les écrivains, soit que nous muons en trésors, et je vais y venir dans un instant.
Donc voilà, ça ce sont quelques photos de l'exposition. Alors ce sont des photos assez lointaines, je vais essayer de revenir tout à l'heure sur deux ou trois exemples concrets. Cette exposition, elle est partie d'un constat assez, comment dire, assez perplexe. Nous possédons des tonnes d'objets, je dis des tonnes parce qu'en poids, c'est vraiment une question de tonnes, qui finalement n'ont qu'un intérêt tout à fait relatif, dans la mesure où, que fait-on, et c'est le point de départ de cette exposition, d'un panier à chat, en l'occurrence le panier à chat de la romancière Jacqueline Hartmann, que nous avons dans nos collections, qui normalement aurait dû faire partie d'une reconstitution d'un cabinet de Jacqueline Hartmann, qui, faute de place, n'a jamais pu voir le jour. Mais alors, que fait-on d'un panier à chat? D'autant qu'il reste quelques poils de chat au fond de ce panier, hein, ce qui laisse entendre que nous pourrions cloner les chats de Jacqueline Hartmann. Que fait-on aussi du coffret de Georges Rodenbach, qui là, par contre, a une vie pleinement littéraire, puisque de ce coffret, il est question, il le décrit intégralement, c'est donc le coffret, vous le voyez en haut à droite, ce coffret, il le décrit dans l'un de ses poèmes, mais il l'évoque aussi sous une autre forme dans le roman Bruges la morte, puisque ce coffret que nous possédons aux AML est censé contenir les cheveux des mèches de cheveux de toute la famille de Georges Rodenbach, ce qui laisserait à penser aussi que nous pourrions recloner l'ensemble de la famille Rodenbach. Que fait-on de ces objets? Comment peut-on les mettre en valeur? Et surtout, comment peuvent-ils, à travers leur aspect strictement anecdotique, ramener le visiteur à l'œuvre littéraire? Et comment finalement, de ces objets dont on ne fait a priori rien, ou dont on peut, au contraire, dont on peut mettre en valeur la valeur littéraire stricto sensu, peut-on établir un pont avec l'œuvre pour amener à la lecture par un biais ludique, construire cette cohérence entre la vie et l'œuvre qui en fait fascine depuis presque 2 siècles, sinon davantage, la majeure partie des lecteurs, et amorcer de ce fait un processus de sacralisation qui souvent fait défaut à cette littérature belge dont je parle. Et donc, ce processus de sacralisation, il doit impliquer, bien sûr, l'auteur pour une part, celui qui a conservé ces objets, mais aussi le lecteur et les détenteurs de la mémoire que nous sommes, nous, employés des AML. Alors, première catégorie, ce seraient les objets du quotidien, leur façon de s'inscrire dans l'œuvre. Alors, je prends 2 exemples, la pipe de Werner Lambercy que je viens d'évoquer, et le baromètre d'André Marcel Adamek, qui est un romancier de la fin du XXe siècle. Le baromètre d'André Marcel Adamek donc il nous a été confié par sa veuve, pourrait paraître complètement anecdotique, n'était la prégnance des descriptions météorologiques et climatiques dans l'ensemble des romans de la production romanesque d'André Marcel Adamek, qui était petit-fils de marin et qui, dès sa première œuvre, qui est une œuvre inachevée qu'il écrivait à l'âge de 14 ans, décrivait une tempête avec un grand renfort de détails et une précision qu'il devait justement à sa connaissance de la météorologie, ce baromètre qu'il consultait absolument tous les jours, m'a confié sa veuve. Autre élément, la pipe, qui est finalement un objet que beaucoup d'écrivains pratiquent. Eh bien, la pipe de Werner Lambercy peut être mise en écho avec de nombreux éléments de son œuvre, outre des photographies sur lesquelles on le voit en train de fumer la pipe, hein, aussi bien jeune qu'âgé, et puis de très nombreux poèmes, voire des textes narratifs, dans lesquels, en fait, la pipe joue un rôle d'inspiratrice, mais non seulement d'inspiratrice, il fait des poèmes entiers dédiés à la fumée de la pipe ou à la pipe en elle-même, mais aussi des textes dans lesquels il
il impose une posture de fumeur de pipe dans lequel il se compare d'une certaine façon à Verlaine ou à Rimbaud, etc., etc. Manière d'asseoir cette posture à travers un objet, ce que font Simenon avec sa pipe, ce que fait Amélie Nothomb avec ses chapeaux tous plus extravagants les uns que les autres, etc., etc. Alors, autre objet du quotidien, saviez-vous que Maurice Maeterlinck était asthmatique? Sans doute que non, mais nous possédons le respirateur artificiel, c'était son Ventolin de l'époque, Ventolin qui, ceci dit, était extrêmement pesant puisqu'il s'agit d'une valise et que cette valise, en fait, est pleine de toute une série d'appareils plus effrayants les uns que les autres. Alors, cela n'a aucun intérêt, cette valise, sinon peut-être à réinterroger l'œuvre de Maeterlinck à travers en fait la respiration, ou bien de manière plus thématique, ces personnages qui sont toujours agonisants, mourants, manquant de souffle, etc., etc., tout comme du point de vue stylistique, le nombre de pauses, de silences, etc., qui émaillent les œuvres de Maeterlinck. Alors, autre élément, les objets fétichisés par l'écrivain. Je prends à nouveau 2 ou 3 exemples. D'une part, la petite sculpture de crapaud qui trônait sur le bureau de Verhaeren et qui trône toujours d'ailleurs sur la reconstitution de son cabinet au sein de la Bibliothèque royale de Belgique, mais qui est également un motif de l'œuvre sur lequel il a écrit plusieurs poèmes. Même chose pour Borax, le cheval de bois de Michel de Gelderode, qui a été subtilisé à un manège en bois, cheval dont il a fait un véritable personnage, dont il parle dans ses entretiens, mais aussi auquel s'adressent des amis écrivains de Gelderode, qui écrivent non pas à Gelderode, mais au cheval Borax. Autre exemple, le stylo des neiges de Christian d'Autremont, le fondateur de Cobra, qui d'un simple bâton, qui lui a servi à tracer non pas des logogrammes, mais des logoneiges, donc le pendant tout à fait éphémère de ces fameux logogrammes, ce bâton est conservé avec ce nom qu'il lui a attribué comme une relique extrêmement précieuse, alors qu'il s'agit d'un simple bout de bois. Mais il existe également des objets fétichisés par le discours de l'exposition, et c'est là que nous intervenons peut-être davantage, puisque dans les objets d'écriture, il y a des choses qui sont d'une vulgarité absolument consternante, comme ce vieux magnétophone qui a appartenu à Constant Burniaux, ou l'orgue électrique de Gaston Compère. Dans l'exposition, évidemment, une exposition consacrée aux objets d'écrivain, on s'attend à voir des objets liés à l'écriture, et parmi tous ces objets, vous en avez là 2-3 exemples. Il y a également un presse-papier, une latte, une machine à écrire, mais aussi, et c'est mon quasi-dernier exemple, mon avant-dernier exemple, nous avons sollicité, là je n'ai pas de photo à vous montrer, Jean-Philippe Toussaint, pour cette exposition spécifiquement, puisque Jean-Philippe Toussaint, nous n'avions pas d'instruments liés à l'informatique. Or, Jean-Philippe Toussaint est aujourd'hui un peu l'écrivain qui est le plus associé au matériel informatique. Il est l'auteur de la clé USB, il a publié ce livre qui s'intitule « Mes bureaux » où il parle beaucoup justement de son rapport aux ordinateurs. Et en fait, on lui a demandé simplement de nous donner un objet lié à l'informatique qui permettrait d'évoquer son travail et son rapport aux ordinateurs. Et il nous a donné une clé USB, bien entendu, mais aussi un clavier externe, un clavier Mac, pas très beau, plutôt sale, sur lequel il a écrit le roman « Faire l'amour » en 2000-2001. Et donc, cet objet qui est le plus trivial possible, il n'a aucun intérêt. Tout le monde connaît les claviers Mac, les claviers externes Mac du début des années 90, ces espèces de machins verts et transparents, qui, en fait, là, n'a de valeur qu'à être supporté par le discours de l'exposition qui indique que ce clavier a servi à l'écriture de Faire l'amour. Deux derniers exemples, ce panier à chat avec lequel j'ai commencé et la valise d'Henri Michaud avec laquelle il a vraiment voyagé et l'étiquette de son écriture, de sa petite écriture prouve bien qu'il s'agit de la sienne. Michaud qui a été un grand voyageur et qui a
également beaucoup écrit sur ses voyages réels comme sur ses voyages imaginaires. En fait, ce panier à chat qui permet de revenir à l'œuvre et de voir que les chats dont Jacqueline Hartmann décrit au fil de ses romans sont toujours les mêmes. Et en fait, ce sont les chats qui ont élu domicile dans le panier que nous montrons dans l'exposition, ou bien cette valise qui peut vous laisser penser qu'elle est partie aussi bien en Équateur qu'en Asie, etc., pour reprendre quelques titres de Michaud. En fait, ces objets deviennent des creusets de l'imagination, non seulement pour l'écrivain, mais aussi pour le lecteur. Et c'est leur pouvoir d'évocation qui n'est pas seulement un pouvoir d'évocation littéraire, mais qui est aussi un pouvoir d'évocation destiné au spectateur, dont on essaye en fait de créer et d'asseoir la légitimité. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Christophe, c'était parfait. Je crois que, alors je ne sais pas si David, tu es encore parmi nous parce que tu avais noté une question, mais on peut s'en faire le relais si tu n'es plus là. Voilà, bah, écoute. Je suis là. En fait, j'avais fermé ma caméra aussi, pardon. Mais oui, je peux la relire, je l'ai oublié. Je l'ai mise Bah, dans le écoute, chat. je l'ai là sous les yeux. Par rapport à l'exposition donc, avec Laurence Boudard, tu t'es interrogée sur le fait de ne pas exposer d'objets personnels et pourquoi ce contre-pied par rapport à l'autre exposition, et tu demandais une explication du titre de l'exposition dont il vient d'être question. Je précise, si tu veux bien, Christophe. Oui, précise. Oui, vas-y. Pourquoi le titre? Mais ça, c'est latéral, même s'il y a sûrement des choses intéressantes à dire. C'est plus il y a une tendance, enfin, j'observe une tendance dans plein de lieux à éviter d'exposer trop d'objets personnels parce que pour plein de raisons, mais c'est une tendance que j'observe, et je dirais presque tout lieu confondu, peut-être à l'exception des maisons d'écrivains pour des raisons évidentes, et encore. Mais et vous prenez vraiment le contre-pied presque radical et assumé de la chose dans votre expo. Et donc voilà, je me demandais s'il y avait une prise de position délibérée par rapport à cette tendance, et si oui, quel sens vous lui donniez, au-delà du plaisir d'exposer des objets complètement inattendus et aussi saugrenus que le panier à chat ou le respirateur artificiel. Il y a bien sûr. Ce qui peut suffire comme raison d'organiser une expo par ailleurs. Mais justement, c'est ça. En fait, voilà, tu réponds toi-même à ta propre question. Ça m'arrive souvent. Je me doute. C'est-à-dire qu'en fait, ben oui, on a pris le contre-pied pour la bonne et simple raison que on avait de quoi créer du récit à partir de ces objets. Et donc, on pouvait le faire de manière ludique. Or, aujourd'hui, pour attirer des visiteurs vers la littérature belge qui, finalement, est méconnue non seulement en France, mais en fait, bizarrement, aussi en Belgique, pour pouvoir attirer ce genre de personnes, eh bien, il faut jouer du biais ludique. Et donc, prendre le contre-pied des expositions sur la littérature par le truchement, justement, de ces objets hétéroclites, c'était un petit peu le pari. Et une question complémentaire, il y a des objets qui sont beaucoup plus directement liés à l'œuvre et attendus comme pour autant qu'on le connaisse évidemment, le bâton à logo-neige de D'autremont, et d'autres qui ne le sont pas. Et c'était aussi un choix de mettre ensemble des choses qui relèvent d'une appréhension différente, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était vraiment un choix, non seulement. En fait, parce que justement, c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers les différentes catégories que j'ai exposées, c'est que la fétichisation ne se joue pas toujours au même niveau et par le même biais, en fait. Dans l'exposition, enfin, il y a des exemples d'ailleurs que je n'ai pas donnés. On a même eu un siège pliable qui n'appartenait pas stricto sensu à Amélie Nothomb, mais qu'Amélie Nothomb a dédicacé. C'est un siège qu'elle a utilisé pour une foire du livre, donc l'équivalent d'un salon du livre, à Bruxelles.
en 2005. Et en fait, elle a dédicacé ce siège à l'issue de la Foire du Livre et elle l'a donné aux Archives et Musées de la Littérature. Et donc, on s'est dit, on va exposer ce siège parce que finalement, ça incarne encore un autre aspect finalement du rapport à la littérature, qui en fait est l'aspect commercial de la littérature, l'aspect grand public que Amélie Nothomb par excellence incarne en Belgique aujourd'hui. Et puis, dernière question, le choix de... Là, j'imagine c'était pour avoir un échantillonnage très large de vos collections et puis de pouvoir parler à tout le monde. Oui. Parce qu'au fond, vous pourriez faire la même exposition sur un seul auteur en puisant toute une série d'objets plus ou moins directement liés à l'œuvre et plus ou moins saugrenus. Mais là, vous avez choisi de faire un objet, un auteur. Disons que il y a aussi après ce dont nous disposons dans nos collections. C'est-à-dire que j'ai dit que nous avions des tonnes d'objets, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus infini. On ne peut pas non plus avoir absolument tout ce qu'on veut. Ça dépend complètement justement de ce que les écrivains ou leurs ayants droit ont légué aux archives du musée de la littérature. Donc en fait, le choix est quand même contraint aussi par la richesse ou non des collections sur un plan ou sur un autre. Okay. Merci. Ce qui me frappe, Christophe, c'est qu'en fait, ce qu'on observe avec ton intervention et celle d'Inga, c'est l'inflation d'un discours d'escorte qui va légitimer l'exposition de fétiches, qui ne posait pas forcément question avant, enfin, qui posait question parce que certains se demandaient pourquoi on exposait un quignon de pain de Victor Hugo dès le départ, ou un encrier cadenas très moche, ou tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, est-ce que l'institution muséale se doit de légitimer l'exposition de ces objets reliques parce que ça n'apparaît plus évident, parce qu'on n'a plus le même rapport à ces objets, au culte de l'écrivain, par rapport aussi aux ayants droit. Enfin, qu'est-ce qui, à ton avis, explique cette nécessité et peut-être aussi cette inflation d'un discours légitimant ce type d'objet, l'exposition de ce type d'objet? Eh bien, je pense qu'on est justement à une époque où tout le monde court derrière l'objet authentique ayant appartenu à n'importe quelle célébrité. Ça, c'est d'un côté. Ce qui veut dire que normalement, il ne devrait plus y avoir vraiment de discours d'escorte. Mais en même temps, il y a une perte de vitesse de la littérature qui n'est plus vraiment un savoir partagé, je veux dire un socle commun qui est partagé par une communauté large. Et donc, la littérature, maintenant, nécessite, me semble-t-il, ce discours d'escorte qu'il ne faut peut-être pas pour, je ne sais pas, un auteur de manga ou une star de télé-réalité. Voilà. C'est un petit peu une manière très cynique de répondre, mais il me semble qu'on va un petit peu dans ce sens-là. Et donc, à quelques exceptions près, comme des monstres sacrés comme Victor Hugo ou comme Balzac ou comme Flaubert, en fait, tous ceux qui n'ont pas la dimension de monstres sacrés aujourd'hui, il faut bien parvenir à montrer quelque chose autrement. Et donc, là, le discours d'escorte me semble essentiel. Même si ce discours d'escorte dans l'exposition est très limité. Dans l'exposition Babiole, il est vraiment très, très limité. C'est-à-dire que c'est au visiteur à lui-même faire les connexions entre les différents textes et les différents objets qui sont présentés à travers les cartels qui sont succincts. On ne souhaite pas non plus surcharger le visiteur. C'est pas du tout le but dans une exposition qui se fonde justement sur l'anecdote. On ne veut pas surcharger le visiteur d'informations. Donc, dans l'exposition, on n'est pas autant pris en charge, entre guillemets. Enfin, la légitimation n'est pas aussi visible et marquée. Non. Et il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de dépliant, il y a juste 2 panneaux expliquant quel est le projet de l'exposition. Et on s'en tient là, avec bien entendu des cartels qui sont à la fois suffisamment explicatifs pour savoir d'où viennent les objets et les textes présentés, mais suffisamment limités pour ne pas encombrer les vitrines non plus.
Et juste, je me permets, avant bien sûr, hein, Anne-Christine, de vous donner la parole. Est-ce que vous avez, avec l'équipe, un retour de la part des visiteurs? Est-ce qu'on voit que certains continuent à venir ou viennent parce que il y a un rapport à des fétiches littéraires et pour eux, ils sont face à des objets sacrés? Est-ce que ce sont des curieux? Enfin, est-ce qu'on arrive un petit peu à percevoir le rapport des visiteurs aux objets? C'est très difficile parce qu'on n'est pas à l'exposition tous les jours et à Arlon encore moins parce que c'est loin de Bruxelles et donc voilà. Mais en tout cas, lorsque l'exposition a été présentée à Saint-Gilles, on a eu quand même quelques retours et les retours étaient assez intéressants parce que la plupart des visiteurs venaient purement par curiosité, sans se fixer sur un auteur non plus en particulier. D'abord parce qu'on ne présentait pas tous les auteurs dans le texte de présentation, dans le texte de publicité de l'exposition. Donc, en fait, il y avait une part qui était laissée justement à la pure découverte et à la surprise. Oui, j'avais juste une question concernant, dans cette exposition, la mise en rapport des objets, des textes. Est-ce que les textes étaient simplement mentionnés sous forme de titres dans un cartel, ou est-ce qu'ils étaient exposés à proximité des objets? Est-ce qu'il y avait une espèce de scénographie qui les mettait en relation? Oui. Les textes étaient mis systématiquement, enfin, les textes étaient présentés, légendés et présentés en lien plus ou moins direct avec l'objet. Là, il faudrait que je reprenne vitrine par vitrine pour expliquer le principe qui a été choisi, puisque évidemment, c'est la difficulté de cet aspect hétéroclite, évidemment, des objets, c'est que chaque vitrine devait inventer son propre récit. Et donc, il y a quelques vitrines où il n'y a pas de texte, par exemple, en tout cas pas de texte littéraire lisible. Par exemple, celle d'Amélie Nothomb ne comporte aucun texte, mais par contre, il y a une pile de traductions en toutes langues pour montrer justement l'aspect extrêmement, comment dire, commercial, etc., de l'œuvre d'Amélie Nothomb. Voilà. Merci. Avec plaisir. J'avais peut-être une question ou un commentaire pour Inga par rapport aux objets qui ont été présentés. Vous avez bien montré que peuvent se cumuler ou peuvent émerger individuellement plusieurs valeurs, la valeur historique d'un objet, la valeur artistique, une valeur littéraire quand on rapporte l'objet à l'œuvre et une valeur biographique. Par rapport à la vitrine sur laquelle vous êtes attardé, où on voit la robe mortuaire de Léopoldine, on devine en vous écoutant les affres de réflexion qui ont été ceux dans lesquels ont été plongés les commissaires d'expo. Parce qu'en fait, cette robe, elle a évidemment une valeur biographique quand on rapporte le personnage de Léopoldine à Victor Hugo, puisque c'est sa fille chérie, et parce qu'il y a eu un certain nombre de textes et textes littéraires importants, et notamment du canon avec le Demain des Lobes, etc., qui s'y rapportent. Mais est-ce que ça... Enfin, et d'ailleurs, on voit que cette relique est mise en lien direct avec un livre, une œuvre, le texte, et peut-être même ce texte-là de Demain des Lobes. Mais je voulais savoir comment s'était passé un peu dans les coulisses la préparation de cette vitrine, qui me semble vraiment poser la question de l'exposabilité de certaines reliques et de la légitimité à exposer certaines reliques, parce qu'on est aussi, je pense que c'est quelque chose, c'est une relique qui met vraiment le visiteur dans un état émotionnel très fort, qui peut mettre mal à l'aise certains. Ils peuvent se dire mais pourquoi on nous montre ça, c'est horrible. Enfin voilà, je voulais un peu savoir comment ça avait été préparé en fait cette vitrine. Alors, peut-être un plan plus large au-delà de cette vitrine. Donc, cette exposition, elle date d'il y a 12 ans. On s'est rendu compte à l'époque qu'en réalité, il n'y a pas eu de travail réellement sur ces objets en soi.
C'est-à-dire c'était la première fois où, grâce à des demandes de nettoyage, restauration, renforcement avec des restaurateurs de tissus, on s'est penché sur la matérialité de ces objets. Et que ça concerne aussi bien cette robe-là, qui était juste un simple vêtement utilisé un jour de balade, en fait, parce que c'était une journée assez ordinaire. C'est une robe de deuil, donc qui n'a rien de décoratif, que par rapport aux vêtements qui auraient pu, dans l'histoire du musée, susciter un peu plus de facilité et d'engouement pour une étude qui était liée au mariage. En réalité, il n'y a pas eu de travail scientifique fait sur ces objets, que ça soit sur l'achat par la famille, la commande éventuelle, sur le tissu, le motif, le côté exceptionnel ou au contraire assez répandu des motifs ou de tissus de l'époque. Donc ça, c'était intéressant de voir que jusque-là, ces objets offerts donc, à la fin des années 20 sont restés comme un trésor peu utilisé par le musée et pas étudié. Et donc, on a eu quelques petites études, mais ça n'a pas été très, très loin. Juste, par exemple, un détail, le châle de mariage que Léopoldine a utilisé, on a les écrits familiaux autour. Finalement, grâce à ça, on a appris que c'est un châle qui n'a pas été acheté pour Léopoldine, mais c'est un châle récupéré dans la famille. Donc, on a pu avoir un peu plus d'informations. Pour revenir à l'histoire de la mort, je pense qu'il y a à la fois quelque chose d'assez paradoxal dans lequel c'est très difficile de trouver, et c'est une sorte de réajustement à chaque fois qu'on parle de Léopoldine et de sa mort. À la fois, comme l'histoire est une histoire connue, à la fois par les textes littéraires, à la fois par le canon vraiment à partir de l'école primaire de l'histoire factuelle racontée. Comme c'est une sorte de matrice du deuil moderne aussi, et de la relation de parentalité, de l'amour vis-à-vis d'une fille, je pense que parler uniquement de Léopoldine sans parler de sa mort n'aurait pas été compris par les visiteurs. Il y a cette attente à ce que le sujet soit traité. Maintenant, cette robe-là, à la fois, elle a un côté très sobre. Elle n'est pas abîmée par ce qui est arrivé. Elle ne porte pas de traces de l'événement, si je peux dire. Donc, d'une certaine manière, ce choix de la mettre à plat comme un tissu correspond à la fois à un besoin de retenue et en même temps peut-être à ce qu'on sait qui a été légué par la famille, c'est-à-dire la façon dont la mère de Léopoldine a conservé ce morceau. Après, on sait qu'elle le conservait dans cette housse, donc on aurait pu aussi faire le choix de ne pas sortir le tissu ou alors à peine entrevoir le filet ou le ruban dans une enveloppe fermée. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu une discussion là-dessus. Il y avait plutôt une discussion plus tard, ça c'est assez intéressant, au moment où on a passé à la numérisation de ce type d'objet pour savoir comment le présenter en ligne dans notre base de données. Parce que d'une certaine manière, dans une exposition, il y a quand même, au-delà de la vitrine même, il y a le discours général et un continuum de pensée ou de parole. Là, sur une fiche d'œuvre en ligne, cette robe, elle ressemble à rien. Et effectivement, la présentation est extrêmement technique et sobre. Et là, on est resté sur quelque chose d'extrêmement technique, ce qui peut ressembler à une fiche d'inventaire. Mais je me souviens qu'il y avait une discussion où on s'était dit que ça ne satisfait personne. Mais c'est une autre forme et
et ce n'est pas vraiment une exposition, c'est juste un accès à la base de données. Voilà, rapidement. Donc, je pense que c'est toujours difficile et ça dépend un petit peu peut-être à chaque fois de la façon dont ce type d'objets liés à Léopoldine sont insérés dans un discours plus général. Merci. Merci. Oui, David, tu... Pardon, j'avais pas entendu. C'est une question aussi pour Inga, c'est par rapport au... Alors, c'est peut-être une fausse impression, mais à un moment, et je ne sais plus de quel objet il s'agissait, mais je crois que c'était lié au même deuil, qu'il y avait un truc qui avait été pris en charge par la famille, un peu confectionné, mais j'ai pas... Au moment où je notais mon interrogation, c'est allé trop vite et j'ai pas noté de quoi il s'agissait. Mais la question que je me pose est peut-être plus générale, je me demandais si le fait que j'ai eu l'impression que vous focalisiez, mais je me trompe peut-être, que vous focalisiez l'attention sur certains objets qui avaient été présentés dans ceux que tu as montrés, que vous focalisiez l'attention sur davantage que de montrer l'objet. L'objet était une manière, ou en tout cas il était narrativisé comme ça, de montrer le travail que la famille avait fait dessus. Comme si, et là je pose la question de façon assez directe, comme s'il s'agissait pour, disons, les personnes de l'institution, toi, tes collègues, de déplacer la charge, disons, reliquaire sur la famille pour pouvoir du coup parler d'elle en montrant l'objet, plutôt que de parler de l'objet lui-même et de jouer de ce levier, disons, à inclination fétichiste, même si je sais que le terme fait débat, on l'a vu lors de la dernière séance. Je ne sais pas si ma question était suffisamment claire. Si. Enfin, pour moi, elle est tout à fait claire et je pense que c'est la question, au-delà de la précédente, c'est-à-dire de comment travailler sur un deuil qui est aussi un sujet littéraire connu. Là, ce que j'essayais, peut-être que c'était peut-être pas assez bien construit, ce que je vous ai dit au départ, c'est que finalement, ces objets sont offerts par la famille en tant que relique à l'institution. Donc, ce n'est pas uniquement le choix du musée de les présenter comme tels. On reçoit cette robe dans son écrin avec l'étiquette faite par la maman et tout cela est offert quasiment 80 ans plus tard. Vous ne faites pas seulement du coup l'histoire de l'objet en tant que tel, mais aussi de tout ce qui l'accompagne et de son histoire en fait. Alors, selon les expositions, et je trouve qu'on ne fait pas suffisamment l'histoire des objets eux-mêmes en tant qu'objets, parfois, pas seulement de ce qu'est la robe de Léopoldine, mais qu'est-ce que c'est comme robe? Est-ce que c'est une robe chère, achetée, je ne sais pas, refaite à partir du rideau, etc., etc. Tout ça, ce sont parfois des travaux qui nous manquent, ou très récents, en fait, sur l'objet matériel et l'histoire même de l'objet, avant qu'il devienne l'objet de l'histoire, en fait. Mais la particularité, je pense, de ce musée et de cette famille, d'une certaine manière, c'est d'avoir légué des objets qui sont déjà des reliques pour la famille, voire qui sont déjà connus du vivant de cette famille comme des reliques d'un public plus large, puisqu'il y a cette diffusion parfois d'images de Léopoldine agrémentées, donc des images récomposées. Ce à quoi tu faisais allusion probablement, c'est le fait que j'ai dit que les dessins qui représentent la Léopoldine sont dans les années 50 réphotographiés et mis dans des encadrements, parfois juste une photographie avec je sais pas, un tissu, des clous et une dédicace, mais parfois avec un bout d'un objet qui l'authentifie, qui lui donne un aura particulier, qui peut être un extrait d'une lettre, qui peut être une dédicace du père, qui peut être un extrait des contemplations, ou qui peut être un bout de la robe évoqué dans les contemplations et visible sur le dessin original. Donc, on a vraiment la création par la famille des objets hybrides
utilisant la possibilité de reproduction et de changement d'échelle que donne la photographie, et qui est utilisée comme une création parfois. Pour le collage de Charles, sa mère parle d'une œuvre, mais parfois vraiment de reliques, parce que ça prend parfois la forme de quelque chose qui va sous une boîte fermée, vitrée, etc. Donc, et c'est ça que la famille offre ensuite à l'institution qui doit le recevoir et en faire quelque chose. Donc là, le discours peut être double. Et c'est vraiment le choix du commissaire d'exposition de savoir où il se situe et qu'est-ce qu'il apporte comme information et comme discours. Ok, super, merci beaucoup. Et encore maintenant, la famille Hugo, vis-à-vis de la famille Hugo, le musée entend respecter ce statut-là des reliques comme... Enfin, encore maintenant, c'est ce discours-là qui prévaut. Je pense que oui. Pour l'instant, oui. Oui, oui, oui. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro pour donc une dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres. Mais... Je vois qu'il se fait très tard, oui, oui. J'avais en fait une remarque très rapide sur le débat qui vient de nous occuper, là, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. C'est que ça me faisait penser au musée de l'homme, au musée d'anthropologie, enfin à tous ces débats qu'il y a eu sur les restes humains qui sont exposés, la manière dont le deuil est célébré dans des sociétés autres. Alors là, il se trouve que la famille Hugo est consentante. Mais en fait, ce qui m'a gêné moi profondément, comme vous, en voyant cette robe et cette vitrine mortuaire, c'est qu'en fait, il y a un dédoublement. C'est-à-dire que nous, on vient vers ces vitrines remplies de l'émotion des contemplations, et puis ce qu'on voit, c'est une vitrine mise en scène par Madame Hugo, par la mère, voilà. C'est un deuil familial auquel on insiste. Et donc, on se dit, est-ce qu'on est à notre place? Est-ce que c'est ça qu'on était venu voir? Mais en fait, ma question, c'était plutôt pour Christophe Meuret, et un peu dans la continuation de ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de l'effet miroir qu'avaient certaines expositions. C'est-à-dire qu'il me semble que, exemplairement, pour des gens qui sont des habitués d'expositions littéraires, c'est une exposition très ironique. Et ce qui me frappe, c'est qu'on n'est jamais à la même place. Il y a une grande instabilité de la place du visiteur. C'est-à-dire, vous montrez le pliant d'Amélie Nothomb, mais Amélie Nothomb, elle n'a pas besoin de visibilisation, elle est extrêmement célèbre. Donc, on peut exposer n'importe quoi sur Amélie Nothomb et ça va forcément intéresser parce qu'Amélie Nothomb. Et puis, vous exposez l'appareil respiratoire de Maeterlinck, on imagine, si c'était celle de Proust, l'émotion que ça susciterait, parce que c'est l'asthme de Proust qui serait mis en scène. C'est-à-dire, ça serait autre chose. Il serait français, mais c'est aussi parce que l'asthme est un personnage de son œuvre. Et puis, à quoi j'avais pensé, où la position est encore très différente, c'est Michaud, la valise de Michaud. Là, on est peut-être dans une exposition classique. C'est-à-dire que, bon, Michaud, voyageur, très grand écrivain, ça fait partie des objets attendus un peu. Donc, voilà, il y a une espèce d'interaction, d'interactivité auquel on est obligé. Je trouve ça très intéressant. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait, c'était la nécessité aussi. Il faut avoir quelques noms comme Amélie Nothomb, même si en effet, cette chaise pliante est nettement plus anecdotique et qu'Amélie Nothomb n'a pas besoin de visibilité. Mais justement, parce qu'elle n'a pas besoin de visibilité, elle permet de visibiliser les autres. Oui, oui. Voilà. Oui. C'est ça, c'est un contraste, j'imagine. C'est un contraste. Tout est en contraste. Merci beaucoup, en tous les cas. Voilà. À moins qu'il y ait d'autres questions, commentaires. Camille, je te laisse peut-être reprendre la main pour dire au revoir. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier, Inga, Christophe, tous les deux, et puis bien sûr encore Camille et Anne-Christine pour l'invitation et puis pour ce travail qui, j'espère, se prolongera d'une manière ou d'une autre, avec si possible une rencontre
en personne autour d'un café littéraire, d'une tasse littéraire d'écrivain, l'effigie d'un écrivain ou d'une écrivaine. On sait qu'on peut se retrouver au moulin de Triolet et d'Aragon si vous voulez boire un café dans une tasse à leur effigie. En tout cas, j'espère que ce travail, cette rencontre pourront se prolonger d'une manière ou d'une autre. Et merci beaucoup de votre attention et de vos questions à tous par ailleurs. C'est à moi de vous remercier, vraiment. Merci pour ces riches échanges, tout le travail préparatoire et ces réflexions apportées aujourd'hui. Merci aux personnes d'avoir assisté jusqu'au bout et je vous verrai alors pour la prochaine séance donnée par David Martens et Julie Bauer autour de la question des sources d'inspiration visuelle. Donc, d'ici un mois, je crois que ce sera pour le 30 mai, si je ne me trompe. Voilà, juste encore cette information pratique et merci encore à tout le monde. Merci, bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Salut. Merci.